Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cet entretien avec François Héran, grand entretien. Je pourrais vous présenter François Héran comme le grand scientifique qu'il est, démographe, sociologue, anthropologue, ancien directeur de la division des enquêtes et études démographiques de l'INSEE, puis directeur de l'INED pendant 10 ans, puis désormais depuis 2017 titulaire de la chaire Société, Migration et Société au Collège de France. Mais je pourrais aussi vous le présenter comme le Lysenko de l'INED, selon les termes fleuris d'Éric Zemmour, comme un redoutable immigrationniste, comme un représentant patenté du déni français, ou encore comme un lanceur d'anathèmes, ainsi que l'a dit récemment l'ancien journaliste Stephen Smith, l'auteur d'un essai contestable sur la ruée africaine vers l'Europe, dont on aura l'occasion de parler. Un tel écart entre ces deux présentations est lié, vous l'aurez compris, au sujet de prédilection de François Héran, l'immigration. Plusieurs livres, je vais présenter le dernier, Avec l'immigration, mesurer, débattre, agir. C'est paru aux éditions La Découverte. Et ça constitue à la fois une synthèse de son savoir panoramique, un pavé dans la mare des bouts de feu médiatiques et politiques qui prospèrent sur ces questions, et aussi un programme possible, non seulement de réflexion, mais peut-être aussi d'action, pour faire face à ce qui constitue un défi essentiel de nos sociétés contemporaines. Alors on va déployer pendant ce grand entretien plusieurs angles pendant une bonne heure tous les deux, avant de laisser la parole au public pendant une petite demi-heure, ce qui nous mènera jusqu'à 19h. Mais une question un peu préalable, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs d'Éric Zemmour dans cette salle, ce qui est à la fois rassurant et peut-être problématique, au sens où vous dites bien que il y a une polarisation croissante sur les questions migratoires, publiques et politiques. Est-ce qu'on peut encore en discuter autrement qu'entre gens qui sont déjà d'accord ? C'est très difficile. C'est très difficile parce que si vous prenez le style d'un Zemmour, c'est un style qui est très outrancier. Et comment discuter directement avec quelqu'un qui vous traite de Lysenko de l'INED? Oui, alors j'ai quand même finalement, après avoir pas mal hésité, j'ai dans le livre que vous avez gentiment signalé, il y a quand même d'assez longues pages consacrées au tout travail de dénigrement auquel se livre Zemmour pour parler des démographes. Mais de façon générale, indépendamment de Zemmour, le démographe qui essaie d'établir les faits, de rétablir les véritables proportions, d'objectiver un petit peu ce problème, il est toujours accusé d'en faire trop ou pas assez. Moi, j'ai été tour à tour accusé de minimiser l'immigration et de la grossir, de la minimiser par aveuglement ou par incompétence, ou par, enfin, non, là, toutes les hypothèses sont ouvertes, ou par idéologie. Et puis aussi de la grossir lorsque je dis que, par exemple, ben oui, nous sommes quasiment un quart de la population vivant en France qui est soit immigrée, soit enfant d'un ou d'une immigrée. J'ai eu la surprise de découvrir que finalement, je grossissais volontairement l'immigration pour la rendre irréversible. Alors maintenant, c'est difficile de tenir les deux accusations à la fois. Donc oui, il faut garder sa sérénité devant des attaques très, très dures, très haineuses, qui peuvent aller jusqu'à des menaces de mort que vous recevez à votre domicile quand même. C'est pas rien. Et puis, il faut savoir aussi qu'existe, en dehors de Zemmour et d'auteurs comme ça qui apparaissent, qui sont dans les journaux, il y a aussi une littérature underground, mais qui apparaît bien dans les palmarès de vente d'Amazon. Quand vous regardez qui est le numéro 1 des ventes sur Amazon dans la catégorie sociologie, c'est Zemmour. Alors ça, là, il y a tout le problème de la catégorisation, évidemment. C'est Amazon. Et il alterne avec Laurent Oberton, que vous ne connaissez peut-être pas, dont vous n'avez jamais entendu parler, et qui est un auteur à succès absolument incroyable, qui fait 300 000, 400 000 exemplaires, et dont personne ne parle, et qui est en train de publier, là, ces jours-ci, un livre où il va nous révéler enfin la vérité sur les vrais chiffres de l'immigration. Donc il y a plusieurs couches comme ça Le débat public, il est très étrange. Et il y a une partie du débat public qui émerge, que nous connaissons, qui apparaît dans les partis politiques, et que j'étudie de façon tout à fait directe dans ce livre. Il y a aussi une partie un petit peu underground, et c'est intéressant de regarder un petit peu comment des thèmes circulent un petit peu entre les deux niveaux. Je pense que quand on est démographe, bien sûr, il faut chercher à établir les faits, il faut
participé à l'effort considérable d'amélioration des données sur l'immigration. Je raconte dans le livre à quel point ces données ont considérablement amélioré, notamment sous la pression internationale, parce qu'il faut harmoniser les données. Et de grands organismes comme l'OCDE, Eurostat, bien sûr la division de la population des Nations Unies, qui a commencé avant tout le monde dès les années 50, nous ont fait faire des progrès considérables. Par exemple, sur l'Afrique subsaharienne, on a maintenant des dizaines d'enquêtes. Sur le Nigeria, on a 30 ou 40 enquêtes qui ont été menées depuis une dizaine d'années et qui permettent maintenant d'avoir des appréciations beaucoup plus précises qu'il y a 15 ans. En l'espace de 15 ans, on a énormément changé. Donc il faut faire tout ce travail d'objectivation, mais en même temps, je crois que dans un domaine comme celui-là, il faut aussi, on en parlera, je pense, s'intéresser aux arguments du débat public, à la rhétorique. Il faut essayer de qualifier un peu, vous voyez, l'argument de la pente savonneuse. Si vous commencez à l'introduire voilà, l'engrenage, vous mettez le petit doigt, et puis les immigrés vous prendront tout le bras. Ce genre d'argument qui est très répandu. L'argument de l'effet pervers. Vous voulez le bien, mais faire le bien, c'est mal, parce qu'à la fin, vous aurez le mal. Enfin bon, il y a comme ça toute une série. Donc moi, je m'intéresse à tous ces aspects-là. Et je trouvais que parfois mes collègues faisaient un peu trop de technicisme démographique ou statistique. Il faut être bon dans ce domaine-là, mais il faut aussi être capable de répondre aux attaques effectivement très fortes qu'ils ont parfois lancées dans le domaine des chiffres même, être capable de répondre et s'intéresser à la logique des arguments au débat public. Oui, c'est le sens du sous-titre de ce livre, mesurer, certes, mais pas seulement, débattre, agir. On va y revenir. C'est vrai que pour celles et ceux qui seraient fâchés avec les chiffres, il ne faut pas considérer que le livre de François Héran, qui en contient beaucoup, ne fait que ça. Je pense que c'est un livre assez rare aussi dans son honnêteté sur qu'est-ce que c'est le parcours d'un chercheur qu'on peut imaginer voilà, tranquillement dans son laboratoire, en train d'élaborer ses schémas. Et non, de montrer que, notamment quand on travaille sur ces sujets, on est tout de suite... pris même à son corps défendant dans des polémiques, simplement des enjeux politiques où on vous demande comment ça se passe concrètement, parce que vous avez deux exemples assez frappants, un où on a essayé de vous utiliser, enfin il y en a eu plusieurs, mais vous prenez l'exemple de Thierry Mariani qui essaie vraiment de vous instrumentaliser, et un autre où là vraiment avec le conseiller immigration de Sarkozy, on a essayé de vous déstabiliser. Oui, alors Thierry Mariani, il est du Sud-Est, là, il n'est pas loin d'ici. C'est pour ça que je prenais ça comme exemple. Mais Thierry Mariani a été le rapporteur des 3 lois Sarkozy sur l'immigration. Parce que je rappelle que nous faisons une loi tous les 2 ans, même les 16 mois ou 18 mois. Depuis les années 90, nous faisons une loi sur l'immigration. Et donc, il avait été choisi par Nicolas Sarkozy pour faire être le rapporteur. Donc, à ce titre-là, il invitait des experts. Il fallait qu'il montre aussi qu'il était capable d'inviter des experts sur l'immigration. Donc, évidemment, quand vous êtes directeur de l'INED et qu'un parlementaire vous convoque, vous devez déférer à la convocation. Ça, et j'ai été souvent convoqué par des parlementaires. Donc, mais ce que je raconte dans le livre, c'est que, alors c'était à propos c'était l'époque où vous vous souvenez peut-être, parce qu'on l'a oublié, c'était l'immigration choisie à la place de l'immigration subie. Hein. Ça n'a jamais marché. Hein. On ne s'est jamais rapproché de l'immigration choisie. Mais il cherchait les moyens de pratiquer l'immigration choisie. Il me disait, je viens de faire un voyage formidable en Italie, et là j'ai appris qu'il y avait des commissions qui sélectionnaient des métiers qui l'an prochain pourraient c'est ce qu'on appelle il decreto flussi, le décret sur les flux. Et j'ai appris que le decreto flussi 1 ne marchait absolument pas, puisqu'il y avait des régularisations de 300 000 ou 400 000 personnes, pendant que le decreto flussi prévoyait 40 000 ou 30 000, un camionneur ou un chef de travaux dans telle province à tel endroit. Donc c'était absurde. Mais surtout, j'ai appris aussi que ce système avait été mis au point par les Suisses dès les années 70 et qu'il existait des évaluations solides sur ce qu'avait donné l'application de ce système de sélection des migrants en 30 ans. Je lui dis, il ne suffit pas de copier la législation d'un pays étranger, il faut quand même aller regarder dans un pays qui appliquait ça depuis très longtemps ce que ça a donné. L'ordonnance pour limiter le nombre des étrangers, l'OLE, c'est le nom que les Suisses ont donné à cette ordonnance qui était publiée chaque année, l'OLE, ordonnance pour limiter le nombre des étrangers, ça c'est le côté suisse, très, très franc dans les appellations, a fait qu'au bout de 30 ans, il y avait 2 fois plus d'immigrés qu'au début. Bon. Donc un paradoxe intéressant quand même à analyser. Je lui dis tout ça, et ça le contrariait beaucoup. Et il n'en a absolument pas tenu compte dans le rapport préliminaire qu'il a fait, évidemment pas dans la loi. Donc c'est en partie
à cause de la déception que j'ai éprouvée dans ce genre de contact avec les autorités, que j'ai décidé d'écrire ce livre. Et pour prendre l'exemple de Maxime Tandonnet, donc conseiller migration Alors Maxime à Tandonnet l'Élysée était pendant les années Sarkozy. Voilà, oui, ça a été une des plumes de Sarkozy. Il a pas mal participé au fameux discours de Grenoble qui associait immigration et délinquance et criminalité de façon assez nette. Il s'en est défendu, enfin c'est compliqué. Et il a écrit un livre de souvenirs après la présidence Sarkozy, qui est intéressant parce que sur les 5 ou 6 livres qui ont été publiés, moi je lis, hein, par obligation professionnelle, j'essaie de lire l'extrême droite, j'essaie de lire les livres de souvenirs des plumes de Sarkozy, il y en a eu 5. Le moins intéressant, c'est celui d'Henri Guénaud, il n'y a absolument aucune information, il ne parle que de lui. Mais celui de Tandonnet est intéressant parce qu'il vous éclaire sur le mécanisme de la prise de décision. Par exemple, sur le jour... c'est raconté au jour le jour où il décide d'abandonner la politique d'immigration choisie. C'est Guéant qui est le ministre à l'époque, puisqu'on a eu Hortefeux, Besson et Guéant qui se sont succédés. Et c'est extraordinaire de voir comment ces décisions sont prises sur « oh, on a trop de chômeurs, il faut arrêter la politique d'immigration choisie, ça suffit, et hop, et on passe à autre chose ». Enfin, et lui-même est tout surpris de la brutalité incroyable avec laquelle, finalement, on change ainsi de politique. Et je montre... C'est là que, vous voyez, je ne suis pas simplement un démographe, mais je montre qu'il y a un timing extrêmement rigoureux. C'est que 3 semaines avant, il y avait un sondage, 1 an avant l'élection présidentielle, qui montrait que Marine Le Pen était en train de dépasser Sarkozy. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'au-delà de mes rapports personnels avec le conseiller à l'immigration, qui a essayé effectivement d'absorber, qui a essayé de nommer un successeur complètement idéologique à ma place, qui a essayé d'absorber l'Institut d'études démographiques dans le ministère de l'Intérieur. Enfin bon, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est menée la politique d'opinion. Et vous en souvenez peut-être, il y a eu plus de 300 sondages commandés par l'Élysée, mais des sondages privés. Des sondages qui n'étaient pas publics. Alors certains, parfois c'est drôle, ont été achetés à prix d'or, mais se retrouvaient aussi dans le public. On s'en souvient, Mediapart. Voilà, et à Mediapart, vous avez étudié les questions. C'est encore en cours en traitement judiciaire. Et une partie non négligeable de ces sondages concernait l'état de l'opinion vis-à-vis de l'action des ministres de l'immigration. Et donc Sarkozy consultait les sondages chaque matin avec M. Buisson. Et puis aussitôt, dans l'heure qui suivait, il engueulait le ministre en question qui n'avait pas fait de bons résultats auprès de l'opinion. Et c'est comme ça qu'il s'est débarrassé peu à peu de ces... Voilà. Et là, on a... Alors, sachez-le... Chirac faisait déjà la même chose, Mitterrand faisait déjà la même chose, et le livre de Lèche qui raconte ses souvenirs de sondologue auprès de Mitterrand et de Chirac montre que déjà les sondages privés de l'Élysée, c'est très important. Il y a une véritable obsession du pouvoir pour essayer de vérifier sans cesse enfin, où en était l'état de l'opinion, et c'est un pilotage, mais à la petite semaine. C'est ça qui est sidérant. On a l'impression. Et là, le rôle du démographe, c'est de démonter ces choses-là. Je pense qu'il faut de temps en temps entrer un peu dans la science politique, lire tous ces auteurs, et en même temps prendre du recul et essayer de montrer aussi que le politique, alors ça c'est vraiment très frappant, surestime complètement sa capacité d'intervention dans la politique migratoire, notamment, mais on en reparlera, parce que la plupart des migrants entrent en France parce qu'ils en ont le droit et pas parce que le politique décide. C'est un des points essentiels de votre livre, c'est qu'on voit qu'on se focalise sur des points complètement annexes, en tout cas en termes de chiffres, des fois de la politique migratoire, mais une question quand même là-dessus, parce que voilà, c'est vraiment intéressant, je ne vais pas vous faire tout retracer, mais comment voilà, vous pensez votre travail dans un contexte qui est un contexte très politique, parfois incendiaire, ou du moins incendié. Est-ce que, et vous arrivez à cette conclusion qu'il faut, en la matière, pour le chercheur, mais particulièrement pour le chercheur qui travaille sur l'immigration, ce que vous appelez une neutralité engagée? Est-ce que vous pouvez définir ce qui peut sonner comme un oxymore? Oui, c'est un oxymore évidemment tout à fait volontaire. Neutralité engagée, d'abord, je pense que, enfin, ce qui est absurde, c'est de dire qu'on est pour ou contre l'immigration. Et donc, c'est le sens du titre de mon livre. Nous n'avons à être ni pour ni contre, on fait avec. On est avec. Alors, on peut donner avec des sens très différents qui peuvent être militants ou simplement une espèce de tolérance. Mais la migration est devenue un phénomène tellement banal, tellement fondamental,
que de dire qu'on est contre ou qu'on est pour n'a plus vraiment de sens. Je trouve que nos débats de ce point de vue-là sont tout à fait puérils, qu'on gagnerait en maturité si on arrivait à comprendre que la mobilité humaine est une chose normale, assez naturelle. Je montre là, par exemple, vous voyez, l'extraordinaire diversité des strates des étrangers qui sont arrivés en France. Ce sont des effectifs depuis 1851 à nos jours. Voilà, en bleu, vous avez d'abord les Belges, en jaune, vous avez les Italiens, puis vous avez les deux grandes césures blanches qui correspondent à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, on fait appel aux Polonais. C'est la première fois qu'on fait appel à des populations qui ne sont pas nos voisins directs, qui ne sont pas belges, italiens, etc. Et puis on les renvoie brutalement chez eux après la crise de 29. Et puis ensuite apparaissent les personnes, les Portugais en vert, bien sûr les Algériens, les Marocains se développent, et puis ces fameux subsahariens qui inquiètent tellement et qui sont la bande violette à droite. Et au-dessus en gris, c'est la partie qui sont naturalisées et qui donc vous avez au total. Là, on est d'accord, comme il n'y a pas l'échelle, c'est bien 200 000, c'est pas. Alors là, c'est l'échelle devrait apparaître. La 1000, 2000, 3000, c'est en fait c'est 300. Ce sont des milliers. Ce sont des milliers. Ce sont donc là, vous avez effectivement 1 million, 2 millions, etc. Et alors ici, vous avez, c'est peut-être beaucoup plus intéressant, vous avez ici un pourcentage de la population totale. Donc on est à 10-11%, c'est la première génération. Si vous ajoutez les enfants, qui sont 12-13% de la population, on arrive quasiment à 25%. Donc, une personne sur 4 vivant en France est soit immigrée, soit enfant d'immigrés. À l'INED, on est en train de refaire l'enquête trajectoire et origine. Elle avait été faite en 2008-2009. C'est elle qui a permis de compléter un certain nombre de données de recensement. On est en train de la refaire. Et là, on va poser aussi des questions sur la génération des grands-parents. Je pense qu'en remontant la génération des grands-parents, à peu près un tiers de la population française est soit immigrée, soit enfant ou petit-enfant d'immigrés. Vous voyez, vous êtes immigrationniste. Et du coup, si vous voulez, et j'insiste beaucoup là-dessus, toute une série de questions du genre que nous coûtent les immigrés n'ont plus de sens, non, perdent complètement de leur sens. Puisque j'ai fait la comparaison, j'avais fait si vous avez une famille de 3 enfants, qu'il y en a un qui est adopté, vous n'allez pas passer votre temps à essayer de calculer ce que coûte l'enfant adopté aux 3 autres. Mais c'est exactement ça que font les rapports qui, soi-disant, ont été écrits. Alors, en général, c'est des cadres ou ingénieurs à la retraite qui passent leur vie à essayer de révéler les vrais chiffres d'immigration, qui essaient de trouver des clés de répartition pour les stocks d'immigrés sur 2 ou 3 générations, combien ça nous coûte. Enfin, la distinction entre eux et nous, à mesure que passent les générations, devient évidemment absurde. Et en même temps, il faut avoir cette distinction dans les statistiques, justement pour contrer l'argument selon lequel cette minorité pourrait coûter à la majorité et la menacer. Alors évidemment, quand je produis ce genre de résultats, il y a des effets inattendus. C'est que, par exemple, les théoriciens, un grand mot, entre guillemets, du grand remplacement disent « Ah ben, vous voyez, regardez, François Héran confirme qu'il y a un grand remplacement. » Alors, je précise que l'immigration, elle est importante en France, non pas en flux massif qui arriverait chaque année, mais par une petite accrétion assez modeste, mais d'année en année, parce que j'appelle l'infusion durable et qui non pas l'intrusion massive. Alors évidemment, si ça dure depuis des décennies, depuis le 19e siècle, bien sûr, ça change la composition de la population. Ça, c'est clair. Et ça fait longtemps que notre population change. Et quand vous regardez l'équivalent de tout ceci, d'un tel schéma dans les pays étrangers, nous sommes le seul grand pays étranger d'Europe qui, pendant tout le 19e siècle, reçoit de l'immigration. À peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale, la plupart des autres pays européens étaient des pays qui émigraient, qui partaient notamment pour le Nouveau Monde, qui ont peuplé les États-Unis, etc. Donc, nous avons une immigration relativement modérée chaque année, mais finalement, alors c'est pas massif. Et là, je me souviens que quand j'avais dit maintenant, nous ne sommes pas un pays d'immigration massive, je faisais allusion au flux, au solde migratoire année après année, parce que j'étais attaqué là-dessus, je niais la réalité. Enfin bon. Alors on m'interroge toujours, mais est-ce que les irréguliers sont là? Alors, ils mettent un certain temps à être interrogés, à être recensés. Ce qui fait la différence entre les clandestins et les réguliers, c'est que
c'est parfois la durée pendant laquelle ils n'ont pas de papier. On l'a, hein, quand on fait des enquêtes, on fait un questionnaire biographique, puis au bout d'un certain temps, on dit à propos, en quelle année vous avez eu vos papiers? Et là, on peut calculer, en gros, bah oui, ils sont entrés en telle année, ils ont leurs papiers 3 ans après, ou 2 ans après, 1 an après. Bon, mais finalement, on a une idée, c'est à peu près 10%. Quoi, il faut majorer les chiffres à peu près 10% pour arriver à ça. Mais les Donc, pseudo-théoriciens du grand remplacement vont dire oui, mais alors, vous ne prenez pas en compte la fécondité. Oui, alors ça, c'est la génération suivante. Mais si on reste à la première génération, d'abord, je veux dire que l'immigration ne remplace pas la population native, elle s'y ajoute. Hein, c'est pas la même chose. Il y a des pays où, effectivement, la situation démographique est telle, comme l'Allemagne, où il y a un effet de remplacement qui compte. Enfin, l'Allemagne perdrait de la population s'il n'avait pas l'immigration. Nous, ce n'est pas le cas, puisque même indépendamment des naissances des étrangers, nous avons bien plus de naissances que de décès. Mais après, à la seconde génération, oui, il y a effectivement une fécondité qui est plus forte pour les immigrés, mais ce n'est pas des différences énormes et elles s'estompent très vite. Et ça, on l'a calculé alors vraiment de façon très précise, parce qu'il faut voir, depuis les années 80, constamment, on nous pose la question, mais est-ce que la fécondité française n'est pas due aux immigrés? C'est la question qui nous a été le plus souvent posée. Elle arrive par le conseil scientifique, par le conseil d'administration, par les interpellations des journalistes, par les lecteurs. Chaque semaine, à peu près, on nous dit, mais la fameuse fécondité, l'exception française en matière de fécondité, est-ce que ce n'est pas les immigrés? Nous l'avons calculé, recalculé X fois. Zemmour a raconté n'importe quoi à ce sujet. Je m'amuse à décortiquer ces erreurs grossières à ce sujet. Oui, il a tenté de servir de oui, vos parce analyses, que, mais bon, voilà, on va donc pas effectivement, détailler, si on n'avait pas l'immigration, au bêtises. lieu d'avoir 1,9 enfants par femme, il y en aurait 1,8, ou au lieu d'en avoir 2, il y en aurait 1,9. Enfin, le taux. Après, c'est compliqué la démographie, parce que c'est vrai que les immigrés modifient beaucoup la natalité, mais peu la fécondité. Oh, comment ça? C'est un des paradoxes de la démographie, c'est que oui, effectivement, il y a un 6e ou un 5e des naissances, mais les mères sont quand même suffisamment, les mères qui donnent naissance à des enfants immigrés restent quand même une minorité. Et du coup, dans le taux de fécondité, qui est une moyenne sur le taux de fécondité des femmes, ça ne fait pas tellement bouger le taux de fécondité national. Si vous défalquez les naissances des étrangers dans tous les pays d'Europe, l'écart se creuse encore entre la France et les pays étrangers. Parce que dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, la part des immigrés dans les naissances est encore plus forte. Alors là, j'entre dans des petites questions un peu techniques, mais il y a tout un développement dans la blogosphère, dans la réacosphère, comme on l'appelle parfois, de gens qui essaient de donner des leçons démographiques. Ils disent hey, vous avez oublié ceci, vous avez oublié cela. Par exemple, combien de fois nous avons été interpellés sur une question assez mais vous oubliez, on s'imagine, c'est Zemmour aussi trempe là-dedans, qu'une fois que les immigrés sont naturalisés, ils échapperaient à notre observation. On oublierait, on ne les verrait plus. Ben non, nous comptons, les immigrés continuent de compter pour les démographes, y compris s'ils sont naturalisés. Et c'est même la définition internationale de l'immigration qui fait que nous pouvons comparer des chiffres d'une période à l'autre, d'un pays à l'autre, sans tomber dans ces pièges-là. Donc régulièrement, nous recevons des leçons de démographie et régulièrement, nous devons répondre. Donc il y a beaucoup d'amateurs qui s'intéressent à la démographie. Cite, la démographie ressemble à la musique, elle attire beaucoup d'amateurs, mais bien peu savent lire une partition. Voilà. Je reviens à ce que vous disiez, parce que bon, on a démarré sur Sarkozy, mais ce n'est pas non plus un hasard, puisqu'il a été comme ministère de l'Intérieur, puis comme président aux commandes. Pendant 9 ans. Il a maîtrisé la politique migratoire de la France pendant 9 ans. Voilà, et personne n'a jamais fait une évaluation sérieuse de ce que ça a donné. Et donc, c'est ce que vous faites. Et en même temps, quand on finit votre livre, il y a une question qu'on pensait pas se poser. Effectivement, vous dites tous les 2 ans, à peu près, on a une loi sur l'immigration. C'est devenu... une thématique de débat qu'aucun parti politique ne peut mettre de côté. On a l'impression même qu'aujourd'hui, l'échiquier politique se divise selon les politiques migratoires. Et pourtant, quand on referme votre livre, on se dit, est-ce que les politiques migratoires ont une réelle marge de manœuvre ? Alors, ils ont très, très peu de marge de manœuvre. L'autre jour, j'écoutais, c'est tout récent, j'écoutais le débat entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez. Et la première phrase de Laurent Wauquiez, c'était « Vous avez accordé 250 000 titres de séjour. » Eh bien, le premier mot était déjà faux. Ce n'est pas « vous ». Ce n'est pas « le gouvernement ».
d'Édouard Philippe ou les ministres d'Édouard Philippe qui ont accordé les titres de séjour. Ce sont les préfectures qui, malgré toutes les difficultés, toutes les conditions extrêmement difficiles mises à l'application des droits, mais ce sont les préfectures qui ont bien dû finalement accorder ces titres de séjour en application des droits. Et en fait, si j'avais été Édouard Philippe, bientôt, vous êtes déjà au Collège de France. Écoutez, c'est nous tous. C'est la France qui accorde ces titres de séjour et c'est la France qui l'accorde au titre d'un certain nombre de droits. Et pendant les 9 années où votre idole Nicolas Sarkozy a été au pouvoir, eh bien, il y avait déjà 190 000 ou 200 000 titres de séjour. Le surcroît que vous dénoncez, c'est l'impact évidemment de la crise des migrants, comme on l'appelle, c'est quand même la moindre des choses, mais enfin, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'a fait l'Allemagne, puisqu'en gros, à chaque grande crise migratoire, la crise de l'ex-Yougoslavie, créée par les guerres d'ex-Yougoslavie, la crise du Kosovo, la crise syro-irakienne, à chaque fois, quand on prend soin de rapporter les chiffres au total de la population de chaque pays, per capita si vous voulez, eh bien à chaque fois, la France accueille 8 à 10 fois moins de personnes que l'Allemagne. C'est ça les proportions. Nous sommes un pays très très peu accueillant et un des rôles du démographe aussi, c'est d'objectiver ces choses-là et de montrer qu'est-ce qui dépend de nous, qu'est-ce qui ne dépend pas de nous, qu'est-ce qui dépend de la politique, qu'est-ce qui ne dépend pas de la politique. Alors il y a différents niveaux de politique. Il y a une politique supérieure qui est quand même la politique des droits. Politique des droits de l'homme. Nous avons souverainement souscrit à des conventions internationales. Et ça n'est pas à la faveur d'une campagne électorale ou d'un débat sur un plateau télévisé qu'on va tout à coup, d'un claquement de doigts, dire « Ah ben non, on va se retirer de la Convention internationale des droits de l'homme » ou on va ne plus permettre aux enfants de vivre avec leurs parents ou ne plus permettre aux personnes d'épouser librement même un étranger, une étrangère et de faire venir ce nouveau conjoint, car c'est ça en fait l'essentiel de notre migration. Non, ça ne se décide pas comme ça. Ou alors... il faut le proclamer solennellement. Nous sommes dans une période où, pour la première fois, il commence à y avoir des discours très précis que même Sarkozy n'avait pas osé prononcer. Il a commencé à le faire dans la campagne électorale qu'il a perdue, là, aux primaires. Hein. Mais en fait, même Sarkozy, pendant les 9 années du pouvoir, n'a pas osé remettre en cause directement les droits de l'homme qui alimentent nos flux migratoires. Durcir les conditions, oui, mais pas remettre en cause les droits. Et la dernière loi sur l'immigration, la loi Collomb, finalement réduit les délais ou les augmente selon que ça arrange, etc. Mais reste encore au bord continue quand même de respecter les conventions. Le seul pays qui, par exemple, en Europe, s'est retiré d'une convention internationale, c'est le Danemark, qui n'accepte plus le regroupement familial à partir de l'âge de 16 ans, par exemple. Ça, la France ne va pas oser le faire. En tout cas, si elle le fait, si les hommes politiques le font, il faut qu'ils le disent. Et donc, mon travail, c'est ça, c'est obliger les gens à regarder un peu les réalités chiffrées, mais aussi le partage entre ce que les Américains appellent economics-based et rights-based, ce qui est fondé sur les droits, ce qui est fondé sur le cycle économique. Notre migration doit très peu de choses au cycle économique, elle doit beaucoup à la logique des droits. Oui, je vais vous demander de commenter justement le tableau que là, vous avez construit pour montrer ça. Mais voilà, il faut quand même souligner ce fait que, alors qu'on a l'impression que quand même le moment Sarkozy a introduit une rupture dans les politiques migratoires, en fait, que ce soit sous Sarkozy ou sous Hollande, il y a en gros 200 000 étrangers qui sont venus chaque année en France. Ce sont des titres de séjour, les premiers titres de séjour d'au moins 1 an accordés à des non-européens, parce qu'il faut ajouter à cela les Européens qui viennent au titre de la libre circulation. Et ça a été très stable au cours du temps. Je vais peut-être, avant de vous montrer ce schéma, il y en a un autre, voilà, ce qui est celui-là. Ça, c'est les titres de séjour classés par grands motifs. C'est la source officielle de la fameuse fichier AGDREF, l'application de gestion des résidents étrangers en France. Et vous voyez que ça commence sous le ministère Sarkozy, ça continue avec le quinquennat Sarkozy-Fillon, et ça continue avec le quinquennat Hollande. Je vous présente ça d'abord, puis je présenterai les autres années après. Ce qui augmente fortement, c'est les étudiants. Nous sommes l'un des 5 grands pays au monde qui essaie d'attirer le plus possible les étudiants. Et les étudiants, là, on les compte comme des immigrés s'ils restent au moins 1 an. Les familles de Français, c'est les Français qui se marient avec des étrangers, des étrangères, et qui les font venir. C'est très stable. Enfin, c'est beaucoup, hein. C'est 60 000, c'est 80 000, voilà, c'est 60 000 personnes par an à peu près. Bon.
Puis en dessous, vous avez le regroupement familial stricto sensu, où là, la personne qui appelle, ce n'est pas un Français, c'est un étranger, une étrangère déjà installée, mais qui a le droit de vivre en famille, et c'est aux alentours de 35 000, 40 000. Alors il y a eu des creux comme ça, enfin en gros, c'est très stable, et si vous enleviez les césures politiques que j'ai indiquées au bas du graphique, vous seriez incapable de situer les effets de la politique. Vous voyez, et puis les réfugiés, les malades, ça c'est très peu, c'est même pas 20% dans ces années-là. Le travail, c'est rien, c'est même pas 10%, c'est 9%. Nous sommes un des pays, puisque nous avons interdit l'immigration de travail depuis 73-74, donc et ça c'est un grand contraste avec des pays comme les États-Unis, comme le Canada, l'Australie, etc., qui font venir des travailleurs. Et puis après, il y a des divers. Comme dans toute bonne nomenclature, il y a toujours une catégorie autre. Cette catégorie autre, elle dissimule essentiellement des régularisations qui ont été faites un peu au fil de l'eau. Alors après, quand on arrive à la crise des réfugiés, ce qui augmente, évidemment, c'est la moindre des choses. Les réfugiés, les malades, ça augmente. Enfin, ce n'est pas non plus bouleversant dans le paysage. Et c'est les étudiants qui continuent de progresser. Donc il n'y a pas eu d'envolée formidable pendant la période Hollande, qui est dans une continuité totale avec à la fois sur le fond de la politique et sur ses effets. Et ça, c'est des chiffres officiels. Hein. Ce n'est pas moi qui bricole les catégories. Je reprends, c'est des données du ministère de l'Intérieur. Mais elles sont finalement rarement présentées de façon éloquente et lisible. Je crois qu'un de mes efforts, c'est de faire ça. Voilà. Et là, du coup, je peux revenir à ce schéma-là qui vous intéressait. Vous voyez qu'en haut, vous avez les... alors, il faut que je vous montre... Ça, j'ai un pointeur. Je ne sais pas si c'est pointeur. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, en haut, vous avez Canada, Australie, Nouvelle-Zélande. Vous voyez, la zone bleue sombre, c'est les gens qui sont introduits, les immigrés introduits directement au titre du travail. Et en bleu clair, c'est leurs conjoints qui sont immédiatement introduits en même temps qu'eux. Donc, si vous additionnez les deux couches, bleu sombre et bleu clair, c'est toutes les personnes introduites au titre de la migration de travail dans ces pays-là. Et vous voyez que la France, qui est plus bas là, dans le schéma, c'est très peu, c'est 10% par rapport aux plus de 50%. Voilà. En bistre, vous avez la migration familiale. Et vous voyez que dans un pays comme la France, la migration familiale, c'est important parce que nous respectons finalement quand même globalement les droits. Nous avons pris le tournant familial des droits sanctionnés par la Régistie de 1978, qui est une grande date. Mais vous voyez que les États-Unis, par exemple, accordent énormément d'importance à la migration familiale, lui aussi, parce qu'il y a les frères et sœurs, il n'y a pas seulement les conjoints et les enfants. C'est des choses qu'on connaît peu, hein, on en parle très peu de ça. Et en vert, vous avez l'humanitaire. Alors vous voyez que des pays comme la Suède, au milieu du graphique, 36%, c'est énorme. Les Pays-Bas, il y a des pays qui sont spécialisés dans l'accueil humanitaire. La France, à côté de ça, elle en fait très peu, c'est 6%, c'est rien. Hein. Donc nous avons, et l'Allemagne évidemment fait beaucoup aussi, 21% d'accueil humanitaire. Et qu'est-ce que c'est toute la bande grise qui reste à droite? Eh bien, c'est la libre circulation, notamment la libre circulation au sein de l'Europe. L'Allemagne attire énormément d'Européens qui viennent du reste de l'Europe et qui sont voilà. C'est difficile d'harmoniser l'Europe quand on a des politiques aussi différentes. Hein. Ça, c'est ces politiques aussi différentes, elles viennent de quoi? Eh bien, c'est très étrange parce qu'une partie seulement de ces politiques sont conscientes, sont officielles. Et par exemple, si nous avons, nous, proportionnellement, tant d'immigration familiale par rapport aux Allemands, c'est que nous avons tout un système d'acteurs. Il peut y avoir là-dedans le Conseil d'État, il y a les ONG de soutien juridique aux immigrés qui sont particulièrement fortes en France, beaucoup plus que dans certains pays étrangers. Vous voyez le rôle qu'a eu le GISTI pour amener le Conseil d'État à dégager le principe du droit au regroupement familial. Et nous avons aussi des ONG dans le domaine médical. Mais en Allemagne, c'est plus l'ONG de soutien aux immigrés est plutôt caritative. Et reste encore très lié aux groupements religieux ou à des actions municipales. Alors qu'en France, ça compte beaucoup moins, le local, et c'est beaucoup plus le soutien juridique. On commence à essayer de comprendre un petit peu ces différences de comportement entre pays, dont Catherine a déjà parlé tout à l'heure, évidemment, comme vous en souvenez bien. Donc tout ça,
c'est le résultat d'une coalition d'acteurs un peu complexe, c'est pas facile. Et puis, bien sûr, la politique, est-ce qu'on admet des travailleurs ou pas, est-ce qu'on recrute des travailleurs ou pas, ça, oui, ça dépend du politique. Mais chez nous, par peur de l'opinion, on a toujours dit non, il faut continuer d'arrêter l'immigration de travail, on va juste permettre quelques talents supérieurs, n'est-ce pas, de 300, 400 personnes parfois, enfin, c'est des chiffres dérisoires. Vous vous souvenez de ce que Guéant avait fait avec les étudiants étrangers qui obtenaient un master et un doctorat, qui essayaient ensuite d'être recrutés dans des grandes entreprises et tout le tollé que ça avait suscité. Alors du coup, je vous repose la question maintenant qu'on a vu Ouais. ces tableaux. Est-ce que les politiques migratoires peuvent avoir une vraie incidence sur la composition des flux? Alors, si on ne remet pas en cause les droits fondamentaux dont elles ont une incidence, mais indirecte. Elles ont une incidence indirecte. Par exemple, beaucoup de chercheurs ont remarqué que si on a fait venir tant d'Espagnols et de Portugais pendant longtemps sans les filtrer, en leur accordant, alors qu'ils arrivaient clandestinement, comme l'a rappelé Catherine tout à l'heure, qui fuyaient finalement des régimes d'autarcie économique, si bien que c'était du refuge économique d'une certaine manière. Hein. Il y avait un peu la fusion eh bien, c'était aussi un peu pour contrer la part des Maghrébins. Il y avait vraiment, mais ça n'était pas annoncé officiellement, ça n'a jamais été dit, mais ça apparaît dans tous les textes intermédiaires qui ont été fouillés par des chercheurs qui ont étudié les politiques migratoires, comme Patrick Weil l'a fait, par exemple. Donc oui, il y a parfois... Je prends un autre exemple, contemporain, absolument actuellement. Nous avons une politique d'attribution des visas qui discrimine clairement l'Afrique subsaharienne. Ça se traduit de façon très concrète. Vous avez des agences France Campus qui sont dans les ambassades et qui disent, ben oui, tel candidat a tout rempli tout à fait les conditions, etc. Mais au dernier moment, l'ambassade qui a des instructions, des espèces de quotas dont on ne sait pas très bien comment ils fonctionnent, mais qui manifestement existent, dit, ben non, on ne va pas vous prendre. Et un jour, j'ai discuté avec les dirigeants de l'agence France Campus, et il y avait des étudiants africains dans la salle, c'était une discussion très intéressante. Et les responsables de France Campus disaient, oui, il y a des espaces France Campus dans les ambassades, mais c'est pas nous. C'est pas nous, c'est juste un espace France Campus pour introduire le dossier, mais en réalité, c'est l'ambassade qui décide, c'est pas nous. Et alors, j'ai dit, attendez, c'est quand même spécieux, vous avez un espace France Campus, mais c'est pas France Campus, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, en réalité, il y a une subordination, effectivement. Parce que pendant longtemps, les présidents d'université avaient une grande autonomie pour sélectionner les étudiants étrangers. Ils ont perdu un peu de cette autonomie. Et donc là, oui, il y a des effets directs. Nous n'attribuons pas des visas de façon égale en fonction des mêmes critères selon les origines. Et du coup, c'est une des explications pour lesquelles les subsahariens, notamment, recourent à des moyens désespérés pour essayer de gagner quand même, parce que notre politique des visas est, je crois, vraiment foncièrement discriminatoire. Donc là, oui, sur ces aspects-là, il y a des effets. Et les politiques, si vous voulez... c'est des politiques très négatives. Ça consiste à fermer plus ou moins le robinet. Voilà, c'est pas une politique très inventive, évidemment. Fermer le robinet, tout le monde peut faire ça, quoi. Et qui ne joue en plus souvent qu'à la marge. Voilà. J'ai découvert, du coup, en lisant votre livre, un certain amour pour l'oxymore, puisqu'il y avait donc la neutralité engagée, et il y en avait un autre, c'était le migrant de souche. Alors, attendez, neutralité engagée, j'ai pas tout dit, parce que je me perds un peu dans mes... Le livre est plus ordonné que mon discours oral, heureusement. La neutralité engagée, c'est qu'on n'est ni pour ni contre l'immigration, mais en même temps, il faut vraiment expliciter aussi clairement que possible tous les présupposés, toutes les rhétoriques, tout ce qui sépare le discours politique des réalités objectives. Et je pense que on dit souvent que les démographes sont dans le déni, qu'ils sont aveugles, etc. C'est un thème archi rebattu. Je pense qu'en réalité, nous avons, nous, une vision beaucoup plus lucide et réaliste des réalités migratoires que les politiques. Les politiques surestiment complètement leur pouvoir. Les politiques pratiquent le déni. Et ça, juste, ils pratiquent le déni parce qu'ils s'imaginent. Je vous coupe un instant, mais ce fossé entre le monde de la recherche et le monde politique et public, il a toujours été aussi béant, ou il y a eu des moments où il y avait quand même plus de, si ce n'est de coïncidence, du moins de possibilités de dialogue? J'ai l'impression que ça s'aggrave. Moi, j'ai eu quand j'étais directeur de l'INED et qu'on consultait sur l'immigration, des députés, des directions d'administration centrale m'ont consulté. Et j'avais en face de moi des gens qui me consultaient pour la forme, qui croyaient déjà tout savoir et qui ne voulaient rien savoir. C'était vraiment ça. Et comme c'est un thème qui est dans le domaine public,
Finalement, tout le monde a une opinion là-dessus, tout le monde a même une opinion sur les vrais chiffres, etc. Donc oui, il y a un décalage considérable. On sait quand même que dans telle administration, parmi les conseillers de l'Élysée, il y a des divisions, que certains aimeraient nous écouter davantage, insistent, nous consultent, et que d'autres ne veulent absolument pas nous écouter, se méfient de nous. Moi, je pense que on est dans le déni quand on ne comprend pas que l'immigration est en fait un phénomène de mobilité absolument ordinaire et banal, et nier ça, prétendre qu'on va pouvoir diviser par deux, enfin, c'était quand même dans les dernières campagnes présidentielles, il y avait ceux qui disaient les 200 000 titres, il faut les diviser par deux. Alors, on fait comment pour diviser un droit par deux, hein? Ça, c'est ma formule. Vous faites comment pour diviser un droit par deux? Il faut vraiment supprimer le droit en question. Marine Le Pen était allée jusqu'à dire qu'il fallait diviser par 10, puis par 20. Donc les 200 000 réduits à 10 000, ce qui voulait dire l'abolition de l'immigration. Quand on veut l'abolition de l'immigration, on est dans le déni total. On est complètement hors sol, on est dans l'irréalité totale. Donc ce sont les gens qui, comme nous, exposent cette continuité du phénomène migratoire, cette force du phénomène migratoire, c'est nous qui sommes réalistes, hein. Et du coup, moi, c'était mon deuxième oxymore, oui. Le migrant de souche. Ah, oui, de temps en temps, il faut s'amuser à retourner des formules. Il y a, quand les migrants font souche en France, voilà. Si vous voulez, il y a une grande division de la recherche entre les gens qui s'intéressent à la circulation, à la mobilité, au transnational, c'est-à-dire la capacité à vivre dans deux nationalités à la fois. Et je suis tout à fait pour ça. Je trouve qu'on est totalement capable d'avoir plusieurs identités, de les gérer simultanément. Enfin, on en a plein d'exemples. De plus en plus, les enfants de couples mixtes, on ne voit pas pourquoi il faudrait les sommer de choisir entre le père et la mère, par exemple. C'est absurde. Donc ça existe de plus en plus. Mais en même temps, il est aussi vrai, et c'est un constat démographique, que finalement, à la fin des fins, notamment parce qu'on a fermé les frontières, il y a en gros les 2/3 d'un courant migratoire qui s'installe durablement et qui entre comme une composante de la nation du pays d'accueil, quoi. Et là, ils font souche. Et donc, du coup, je ne vois pas pourquoi il faudrait faire une différence entre les Français de souche et les migrants de souche à partir du moment où ils s'implantent et vivent la vie du pays. Un exemple de cette neutralité engagée, comme vous l'appelez, c'est la polémique qui vous a opposé tout récemment à l'ancien journaliste Stephen Smith, auteur d'un livre à couleur donc publié en début d'année, intitulé « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route vers le vieux continent ». Alors vous avez en effet répondu dans un numéro de Population et Société qui s'intitulait « L'Europe et le spectre des migrations subsahariennes » et à la suite d'un entretien du coup que Stephen Smith avait donné dans le Figaro, dans un article dans La Vie des idées qui a analysé la prophétie de la ruée africaine vers l'Europe et comment se construit un oracle. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas des questions de spécialistes, hein, puisque le président Macron avait au printemps dernier parlé du formidable travail, la bombe démographique africaine formidablement décrite dans l'ouvrage de Stephen Smith. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Eurafrique, c'est comme ça qu'il appelle ça, qu'il prévoit, n'a guère de chance de se produire? Alors là, on est dans un exemple typique où vous avez quelqu'un qui, finalement, se présente presque comme un démographe. Il affiche une argumentation démographique. Le sous-titre du livre, c'est « La jeune Afrique en route vers le vieux continent ». C'est des arguments démographiques. Il y a l'idée que, finalement, un pays surpeuplé de jeunes va nécessairement se déverser, enfin, un sous-continent va nécessairement se déverser sur un continent vieilli. Et donc, il affiche des thèses démographiques. Il y a un chapitre qui s'intitule « Du haut des pyramides des âges ». Enfin, vous voyez, il y a tout un usage du vocabulaire démographique. Donc là, évidemment, un journaliste vient sur notre terrain, et moi je regarde comment c'est fabriqué. Alors, vous dites ancien journaliste, il n'est pas ancien journaliste, il est toujours journaliste. Il est présenté comme un universitaire, mais à l'université Duke, mais c'est un petit détail auquel les journalistes devraient être attentifs. Il est professor of practice. Professor of the practice, ça veut dire que c'est un journaliste qui est invité dans une université à donner des cours sur sa pratique professionnelle, comme à Sciences Po, vous avez des hauts fonctionnaires qui enseignent. Il n'est pas, voilà, ça n'en fait pas un démographe ou un économiste d'immigration. Bon. Mais c'est pas, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment c'est fabriqué tout ça. Ce qui est très intéressant, c'est que ce qui se présente comme argumentaire démographique dans la thèse de Stephen Smith, en fait, c'est essentiellement une conjecture
une espèce d'hypothèse divinatoire de type économique. Ça consiste, le fond de l'argument de Stephen Smith consiste à dire, à se donner pour acquis déjà le résultat qu'il veut démontrer, à se dire, eh ben, si l'Afrique subsaharienne faisait comme le Mexique, alors il migrerait autant que les Mexicains aux États-Unis. Ça, c'est le cœur de la démonstration. Il emprunte ça, non pas à des démographes, mais je remonte la piste, c'est très intéressant, c'est un éditorialiste d'une revue littéraire américaine qui a eu cette idée. Et les Américains, vous savez, quand ils essayent de comprendre ce qui se passe dans l'immigration dans le reste du monde, bah, ils ont l'exemple mexicain, quoi. Ils ramènent l'inconnu au connu et ils appliquent le modèle mexicain à ce qu'ils ne connaissent pas. C'est exactement ça qui se passe. Et donc... Smith se dit, ah ben oui, si les Mexicains étaient aussi, si les subsahariens étaient aussi, avaient le même degré de développement que le Mexique, ils migreraient en masse vers l'Europe. Et il fait l'hypothèse qu'en moins de 30 ans, l'Afrique se développerait tellement économiquement que du coup, ils auraient les moyens de migrer. Il sait, ça il le sait, il est assez astucieux de ce point de vue-là. Il sait parfaitement que les pays les plus pauvres migrent peu, les pays trop pauvres, les pays qui sont trop pauvres, sont trop pauvres pour migrer. Enfin, il ne suffit pas d'avoir des aspirations, il faut avoir les moyens de satisfaire ces aspirations. Ça, il le sait, et c'est ce qui a été rappelé par notre collègue marocain ce matin. Mais il dit, ben voilà, il va y avoir un développement de l'Afrique et avec une masse critique qui va dépasser un certain seuil et ça va. Alors, moi, j'ai regardé ça en détail parce qu'il se trouve qu'il y a une base de données qu'il ne connaît pas, qu'il ignore, qui est la base mondiale des diasporas. Ça aussi, c'est un travail formidable qui a été fait par des chercheurs de l'OCDE, de la Banque mondiale et du FMI. Alors je sais bien que ce sont parfois vos cibles de la globalisation, mais enfin, leurs laboratoires font des travaux énormes et regardent où sont les diasporas, où sont les migrants. Et là, vous avez un schéma que je peux vous expliquer un petit peu. Alors, vous voyez ici, vous avez ces colonnes-là, ces immeubles, on dirait Manhattan, ce sont des millions de migrants. Et ils sont classés par les pays d'origine et par les pays de destination. Ces pays d'origine et ces pays de destination, ils sont rangés par l'indice de développement humain, qui est une combinaison d'éducation, d'espérance de vie et de richesse. C'est la meilleure synthèse qu'on a. Bon, elle est critiquée, mais enfin... Voilà. Et donc là, par exemple, vous avez ici un pays de niveau 3. Où va-t-il migrer ? Eh ben, il migre pas mal dans les pays de niveau 4, pays de niveau 6. Vous voyez un peu comment ça se passe. Ici, vous avez les pays d'accueil qui sont au niveau 10. Là-dedans, vous avez les États-Unis et l'Allemagne. La France est en 9. La France n'est pas en niveau 10, mais en 9. Et là, vous voyez, par exemple, ici, là, vous avez quelque chose comme 25 millions de personnes qui migrent depuis des pays moyennement développés, au niveau 6, c'est pas mal, vers les États-Unis. Les Mexicains aux États-Unis sont là-dedans. Là, par exemple, ici, vous avez les pays du Golfe qui accueillent des migrants. Et vous voyez que les pays du Golfe accueillent des migrants qui viennent de l'Inde du Sud, des pays voisins, de l'Égypte, etc., etc. Donc là, les migrations subsahariennes, c'est quoi ? Ici, vous constatez que vous avez les migrants subsahariens ont tendance, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ce matin, tendance à migrer à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, dans un autre pays, l'Afrique subsaharienne. C'est vraiment très net. Et combien se retrouve-t-il chez nous dans le niveau 9 ou même dans le niveau 10 ? Très peu. L'immense majorité des migrants subsahariens migrent dans des pays aussi pauvres qu'eux. C'est ça qui se passe actuellement. Ça, c'est la distribution actuelle des migrations. L'hypothèse de Smith, ça consiste à dire que se passerait-il si les migrants subsahariens se retrouvaient là, à ce niveau 6 ? Ah ben alors, ils migreraient beaucoup, autant que les Mexicains aux États-Unis. Vous voyez l'absurdité de l'hypothèse ? C'est ça, le nœud, techniquement, le nœud de l'argumentation de Smith. Ça consiste en une espèce d'hypothèse, de conjecture économique complètement irréaliste, parce que c'est très curieux. Ça consiste à dire, eh bien, l'Afrique va changer très rapidement de comportement en moins de 35 ans, parce qu'il fait cette prédiction pour l'horizon 2050. En 35 ans, l'Afrique va connaître un formidable développement. Oui, mais par ailleurs, l'explosion démographique qui l'inquiète tant, qui explique que le nombre des subsahariens va doubler d'ici 2050, c'est lié justement au fait qu'au contraire, les taux de fécondité sont très stables. Ils baissent, mais très lentement. Très lentement. Il y a encore des pays subsahariens qui ont 6-7 enfants par femme.
Je vous signale qu'on est capable maintenant aussi de dire quelle est la fécondité des hommes, c'est-à-dire de rapporter les naissances aux hommes et non plus aux femmes. Dans un pays comme le Niger ou le Mali, vous savez combien d'enfants par homme? 12, 14. C'est les moyennes nationales. Au Niger, vous avez 14 enfants par femme et par homme et 7-8 enfants par femme. 2 fois plus. Vous vous dites, mais comment c'est possible? C'est la polygamie, c'est l'écart d'âge entre les conjoints, c'est le fait que les hommes, au cours de leur carrière, accumulent les mariages et puisent en quelque sorte dans les générations de femmes plus jeunes. C'est parce qu'il y a une dynamique de croissance, un écart d'âge très fort entre les conjoints, c'est parce qu'il y a une domination masculine très forte que ces choses-là sont possibles. La domination masculine, elle est très liée à la pauvreté, évidemment. Après, il y a tout le problème de la causalité. Hein, qu'est-ce qui est cause de quoi? Enfin bon. Mais comment pouvez-vous imaginer que des choses aussi ancrées, aussi fortes, liées à la pauvreté, puissent évoluer comme ça en 30 ans et s'évaporer? Voilà. Donc l'idée de Smith, c'est d'imaginer un comportement économique ultra accéléré, totalement différent du comportement démographique qui, lui, au contraire, est stable. Il a besoin de poser cette stabilité pour nous inquiéter avec la croissance démographique. Vous voyez à quel point tout ça est contradictoire et c'est d'une légèreté incroyable. Il n'y a aucun calcul chez Smith. Il n'y a pas la moindre exploitation d'une base de données. Ça n'est que de la seconde main ou de la troisième main. Et ce qui est terrifiant, le problème c'est pas ça. J'ai démontré tout ça. Vous pouvez vous reporter à mon travail. Mais le problème, c'est comment se fait-il que le milieu politique, médiatique, le milieu administratif aussi, parce qu'il est invité dans les administrations, puisse être si perméable à ce genre de choses, puisse être si vulnérable par rapport à ce genre de prophéties complètement fantasmagoriques qui en réalité alimentent les peurs et finalement alimentent la peur du péril noir, parce que c'est quand même de cela qu'il s'agit. Je renvoie effectivement à Population et Société, et de manière plus courte à l'article dans la vie des idées, si vous voulez creuser la démonstration. Mais une autre question que ça pose, c'est comment justement on peut faire pour contrer des métaphores comme le trop-plein qui se déverse, qui ont précisément pour elles la force de l'image. C'est-à-dire que montrer les schémas que vous faites est absolument nécessaire, mais on sent bien que ça ne suffit pas tout à fait. Voilà, alors effectivement, ça rejoint la rhétorique. Ce n'est pas parce qu'une métaphore est évocatrice qu'elle est nécessairement juste. Donc l'idée qu'elle a l'air toute simple, toute bête, que les pays les plus jeunes vont se déverser vers les pays les plus vieux, les pays les plus densément peuplés vers les pays les moins densément peuplés, les plus pauvres vers les plus riches, enfin toutes ces métaphores du surnombre qui se déverse tout naturellement, qui va suivre en quelque sorte sa ligne de plus grande pente, ce sont des métaphores très habituelles, hein, parfois même les démographes y ont cédé. L'idée qu'une image très courante, c'est les hautes pressions démographiques qui vont fatalement se déverser vers les basses pressions démographiques, la métaphore météorologique. Ce qui est intéressant dans ce genre de débat, et contre quoi j'essaie de lutter, j'essaie d'éventer tout ça, c'est qu'autrefois, on avait par rapport à l'Asie, à l'Afrique, etc., un discours où il y avait quand même des éléments... Enfin, on était entre le racisme culturel, le racisme purement racial, etc. Et aujourd'hui, on a des argumentaires qui essaient d'objectiver tout ça, de dire, mais au fond, il y a une espèce de migration démographique, par la force des choses. C'est inévitable, c'est les termes qu'utilise Smith. Il va y avoir ce déversement naturel, il y a une espèce d'objectivité. Le thème des migrations climatiques a aussi ce rôle-là, une façon d'objectiver comme ça la peur des migrations, en s'appuyant sur des données objectives, concrètes, et non plus sur des disqualifications culturelles ou raciales, comme c'était le cas avant. Et du coup, les gens qui utilisent ce genre d'argumentaire... On voit des chiffres circuler qui, de fait, sont inquiétants, non? Alors, si vous voulez, le grand paradoxe des migrations climatiques, c'est que d'abord, il se pose exactement la même chose que pour les migrations tout court. On sait que les migrations subsahariennes, à 70%, c'est ce que nous montre la base des diasporas, se font vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Et c'est assez stable dans le temps. La CEDEAO, les 27 pays africains viennent en plus de signer un accord de libre circulation entre eux, et donc on pense que cette migration intra-subsaharienne va encore persister et se développer. Bon. Les migrations climatiques, c'est pareil. Il y a le niveau de la mer peut monter, la sécheresse peut augmenter, etc. Ça va déplacer les populations, c'est absolument certain, mais vers où?
prétendre que c'est nécessairement la migration internationale et qu'elle va débouler chez nous, personne ne l'a jamais prouvé. Donc il y a une urbanisation plus forte, ça peut engendrer des conflits. Par cet intermédiaire-là, peut-être qu'il pourrait y avoir plus de migration internationale, mais c'est très spéculatif. Et les chiffres qu'on a actuellement sur combien y aurait-il de migrants internationaux qui seraient provoqués par le changement climatique sont des chiffres un peu toujours les mêmes, qui viennent du rapport Stern, enfin, qui commence à dater, et qui ont une base chiffrée très, très faible. Moi, je me souviens d'avoir assisté à une... Donc, je ne suis pas du tout un sceptique climatique. Je suis complètement convaincu que le changement climatique a une cause humaine et que c'est un problème absolument urgent. Mais prétendre que ça va déclencher de la migration internationale, au sens que l'ONU donne à ça, enfin, pour l'instant, on peut même penser, certains auteurs le pensent, dire que si la sécheresse, par exemple, appauvrit les populations, ça va diminuer leur capacité d'émigrer. Parce que plus une population est pauvre, moins elle émigre. Donc, vous voyez que, là encore, la mécanique, que les pays vont migrer nécessairement du plus sec au plus humide, pour reprendre de vieilles catégories anthropologiques, c'est une idée toute faite, toute préconçue, mais ce n'est pas une idée scientifique. Nous, on a besoin de plus que ça. Et je me souviens d'avoir assisté à une réunion à Bruxelles où il y avait deux parties dans la réunion, le matin et l'après-midi. Le matin, il y avait la crise des réfugiés, il y avait même des réfugiés syriens qui étaient là, qui portaient témoignage, c'était extrêmement concret. Puis l'après-midi, on parlait d'immigration climatique, c'était le jour et la nuit entre les deux parties de la réunion. Autant la migration syrienne est concrète, enfin bon, autant l'immigration climatique est pour l'instant très, très... Voilà. Et je trouve qu'on peut lutter contre le changement climatique, mais lutter contre le changement climatique, ça veut dire changer les modes de vie, changer notre mode de consommation, etc., mais pas faire peur avec les migrations. Un autre endroit où on fait peur souvent, c'est avec cette idée que l'augmentation des migrations, ou les migrations telles qu'elles sont même aujourd'hui, serait incompatible avec l'État-providence. En quoi ça vous paraît erroné ? Alors, ça, enfin, je dis, je suis un peu sévère dans le texte La vie des idées, c'est un propos de comptoir. Je dis que c'est un propos de comptoir jamais démontré. Il y a des études très précises qui ont été faites à ce sujet. Il faut pas, on oublie toujours, c'est toujours la même erreur, que les migrants sont aussi, pas tout de suite, pas au début, il faut un certain temps pour que ça se fasse, mais sont aussi des producteurs, des consommateurs, des contribuables, des cotisants, et que donc l'idée, en fait, l'idée fondatrice de tout ça, c'est qu'il y aurait un gâteau de taille finie et que si les migrants en prennent quelque chose, ce serait moins pour nous. Et c'est la thèse de Smith. Toute la dernière partie du livre de Smith est entièrement imprégnée de l'idée que nos ressources sont finies et que si les migrants y prennent une part, eh bien, ça va ruiner notre protection sociale. Et il pose un dilemme, ou bien les Européens vont vieillir sur place sans migration et vont disparaître, alors ils pensent peut-être à un pays comme l'Allemagne, ou bien au contraire, on a besoin d'une masse de cotisants, mais à ce moment-là, on va être submergé. Alors, vous voyez le joli dilemme que ça propose. Non, en fait, toute l'histoire de la protection sociale depuis la Seconde Guerre mondiale montre que l'immigration est tout à fait compatible avec l'État-providence. Il y a deux types d'études qui ont vraiment démontré très sérieusement, et c'est pas des rigolos, l'OCDE, c'est pas vraiment un repère de gauchistes. L'OCDE a fait il y a quelques années une grande étude sur ce qu'ils appellent l'impact fiscal de l'immigration, c'est-à-dire l'impact budgétaire de l'immigration, notamment sur la protection sociale, en prenant tous les pays européens, dont la France. Eh bien, qu'est-ce qu'on découvre ? Que les migrants coûtent cher quand ils sont jeunes, rapportent quand ils sont d'âge actif, coûtent à nouveau quand ils sont vieux, comme le reste de la population. Et que ce qui va changer, faire différencier entre les deux populations, c'est un peu les différences de structure par âge. Par exemple, on a accueilli beaucoup de migrants dans les années 60, 70, donc effectivement, proportionnellement, ils ont beaucoup vieilli, ils n'ont pas été remplacés par autant de migrants jeunes, donc mais vous n'allez pas dire, c'est comme si vous disiez, il faut que les agriculteurs ne vieillissent pas ou qu'ils soient remplacés par des agriculteurs aussi nombreux qu'eux, et c'est à eux de financer le déficit de la caisse agricole. Non, il y a une solidarité nationale, mais au total, ce que montre l'enquête de l'OCDE, c'est qu'il y a très très peu d'impact budgétaire ou fiscal sur la protection sociale. Et la deuxième étude, c'est celle qui a été publiée au mois de juin, qui est vraiment très très intéressante, par Hippolyte Dalbis, D''ALBIS, avec deux chercheurs d'ailleurs originaires d'Afrique subsaharienne, qui sont des jeunes chercheurs
qualité extraordinaire, que je connais, et qui ont publié dans une grande revue internationale une analyse de qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a 10 000 migrants supplémentaires. Donc, ce qu'on appelle, c'est des études de choc, c'est une nouvelle méthode. Quel est l'impact de 10 000 migrants supplémentaires sur le produit national brut et sur le taux de chômage? Et ils étudient ça sur une série de pays depuis les années 70 avec tous les chocs et ils montrent que l'impact est positif, que ça augmente le revenu brut national parce qu'en fait, quand il y a plus de migrants, ça fait plus de population, ça dilate l'économie, ça augmente le marché. C'est ça l'effet essentiel de l'immigration, c'est qu'on change un petit peu d'échelle. Alors pourquoi juste et donc, ils montrent qu'ils séparent la migration ordinaire, c'est-à-dire la migration liée aux droits, comme celle que j'ai montrée, et les réfugiés Et ils montrent que pour les réfugiés, l'effet positif est plus long à apparaître parce qu'on interdit aux migrants en instance de refuge de travailler pendant que leur dossier est instruit. Et vous avez un résumé très bien fait de l'étude d'Hippolyte d'Albis dans le courrier du CNRS. C'est assez facile à trouver sur Internet. On donnera les références. Mais juste pourquoi, alors, dans ce cas, la rhétorique des nationalistes qui opposent les intérêts du vrai peuple, entre guillemets, aux migrants, marche aussi bien? Bien, je crois qu'il y a plusieurs... bon, d'abord, il y a tout le débat public, nous avons une classe politique qui est quand même assez peu instruite, je dirais, parce que la formation... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très vrai. Moi, je les connais bien. Je connais plusieurs, un grand nombre d'énarques, même. J'en ai fréquenté pas mal. J'en ai eu comme président de mon conseil d'administration, etc. Ils sont formidables, mais ils ont une formation très générale. Ils n'ont pas de formation académique. Ils n'ont pas de thèse d'économie ou de thèse de droit ou des choses comme ça. Et il n'y a pas d'activité de recherche à l'ENA, par exemple. Et ça, c'est une grande différence que nous avons avec d'autres pays. Donc, donc l'élite politique française a une vision de la République, de l'ordre républicain, a une vision assez préfectorale du monde qui est assez marquée. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des problèmes objectifs tout à fait réels que j'énumère dans le livre. Nous avons une concentration géographique des immigrés qui est considérable. Certaines nationalités se regroupent dans quelques départements ou quelques banlieues. Enfin, bon, c'est bien connu. C'est quand même pas facile de gérer ça pour les instituteurs, les professeurs, etc., dans les collèges. Il est certain que l'intégration devient difficile quand il y a des concentrations excessives. Par exemple, un des grands problèmes que nous avons, c'est que les nouveaux migrants qui arrivent vont dans des endroits dans des aires qui autrefois étaient riches en emplois, mais qui ne le sont plus maintenant. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le logement social qui est installé là, et donc nous avons une politique de logement social qui fige les populations, qui finalement ne les encourage pas à faire comme ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire à être emporté une espèce de mouvement général de la mobilité résidentielle qui finalement va finir par diluer l'immigration sur tout le territoire. Donc on a toute une politique sociale du logement qui effectivement crée des problèmes d'intégration réelle. Cela dit, l'intégration totale, elle marche. Et quand on regarde ce qui se passe dans deuxième génération en termes de fécondité, en termes d'emploi, etc., il y a beaucoup plus de réussite que d'échecs. Alors pourquoi le débat public est-il si mal organisé chez nous? Pourquoi y a-t-il si peu de contact entre la science et le politique? Je n'ai pas toute la réponse. Il faut aussi poser la question aux politiques. On fera ça. Deux petites questions avant de céder la parole à la salle. Vous avez employé ce terme d'intégration et dans le livre, vous dites au fond, ce couple intégration-assimilation dont on voit qu'il structure encore une partie du débat public, vous semble être un débat surfait. Pourquoi ? Oui. Aux États-Unis, assimilation and integration, on dit souvent cultural assimilation, c'est quasiment interchangeable comme expression. Il y a quelques auteurs qui ont essayé de les différencier, mais ça n'a pas beaucoup donné. Quand vous regardez les grandes bases de données qui nous indiquent le succès des mots à travers les millions d'ouvrages qui ont été scannés par Google, c'est un instrument formidable, un Ngram Viewer. Vous voyez que ça c'est assez peu utilisé et c'est interchangeable. Chez nous, assimilation, on a eu 2 épisodes de tentatives où, dans notre histoire, on a beaucoup parlé d'assimilation. L'assimilation des Juifs, les Juifs assimilés, ça ne les a pas empêchés d'échapper, ils n'ont pas pu échapper à la persécution pour autant. Et donc là, c'est un échec tout à fait clair historiquement. Et puis, les élites arabes, les élites musulmanes assimilées,
toutes les tentatives pour leur donner un statut équivalent au moment de la colonie ont échoué parce que les populations, les pieds noirs, les représentants se sont vigoureusement opposés. On a l'échec du projet Bloom-Violette, par exemple, et tout ça. Donc, échec de l'assimilation pour les élites musulmanes d'Algérie, échec pour les juifs assimilés qui n'ont pas échappé à la persécution pour autant. Et quand on regarde l'usage de ces mots d'assimilation, ça a vraiment complètement décliné. Alors, intégration a surgi dans les années 80. Le seul pays d'Europe qui a repris le thème de l'intégration, qui l'utilise à peu près autant que nous, mais à 15 ans d'intervalle, c'est l'Allemagne. En Angleterre ou aux États-Unis, l'intégration ne marche pas du tout. Je pense que la vraie difficulté, si vous voulez, pour moi, la question de fond, c'est que il est absurde de définir une voie unique d'installation dans la société française. Il y a des gens qui veulent s'assimiler, qui veulent oublier leur passé, qui veulent effacer les différences. Il y a des gens qui veulent simplement s'intégrer ou s'insérer. Il y a ceux qui pratiquent une espèce de syncrétisme, une double intégration. Certains sont capables d'avoir une espèce de double assimilation. Mais il y a plusieurs façons de... Vous voyez, c'est ça qui me gêne, par exemple, je prends les livres de Malika Sorel, par exemple, qui sont typiques de ça. Je me suis intégré, j'ai suivi une voie, cette voie est exemplaire, il faut que tout le monde la suive, point. Imposer un modèle unique d'assimilation comme étant la seule voie possible. Ben non, il y a une pluralité de voies. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que dans le débat sur assimilation-intégration, quand on insiste sur le fait que plusieurs voies sont possibles, plusieurs modèles sont possibles, et ça paraissait assez bien sur le plateau de France 2 après la projection du film sur l'histoire d'une nation. J'avais trouvé que Maracineanu avait bien insisté sur le fait qu'il y avait différentes façons de pratiquer l'intégration, l'assimilation. Quand on dit ça, aussitôt on est accusé de relativisme par les républicains purs et durs. Non, c'est du pluralisme. Il ne faut pas confondre relativisme et pluralisme. Je crois qu'il y a plusieurs façons, effectivement, pour nous, d'intégrer ou d'assimiler les étrangers, et pour eux aussi. Voilà. Et puis on peut changer de modèle au cours de l'existence. C'est tout à fait possible. Il y a des périodes de ma vie où je vais chercher à m'assimiler, puis après je trouve que l'intégration c'est mieux. Il y a le syncrétisme qui est possible. Et puis on peut être intégré, je ne sais pas, dans les pratiques culturelles, mais pas alimentaires. Il y a plusieurs sphères économiques, culturelles, éducatives, les loisirs, etc. Et tout ne se passe pas au même rythme et de la même façon selon les différentes sphères. Donc je crois beaucoup que notre tâche de chercheur, c'est de décrire toute cette diversité des trajectoires, de la respecter et pas de vouloir imposer un modèle unique que les Français natifs eux-mêmes ne suivent pas. Ça pourrait faire la conclusion, mais je vous en pose quand même une. Différentes voies, y compris dans l'acquisition de la nationalité, à oui. La bipolarisation fréquente entre droit du sang et droit du sol. Oui. Vous opposez l'idée d'un droit du temps. Oui, il y a trois grandes façons de... alors je ne parle pas de l'acquisition de la nationalité par mariage ou par demande directe que vous faites après un certain nombre d'années de séjour, mais nous avons à la fois le droit du sol et le droit du sang, puisque est français tout enfant de français ou de française. C'est difficile à appliquer si vous avez le malheur d'être né à l'étranger ou si vos parents sont nés à l'étranger, parce qu'il faut démontrer qu'eux-mêmes sont français, et ça peut aboutir à une recherche généalogique compliquée. On a plein de témoignages là-dessus. Bon, alors du coup, ce qui est appliqué le plus souvent, par 70% de la population à peu près, c'est eh bien, je suis né en France, ça apparaît sur mon acte de naissance complet, et un de mes parents est né en France. Donc du coup, on est français de naissance si on a le double droit du sol, c'est ça. Bon. Et puis, ce qui est attaqué constamment, c'est vous êtes né en France, mais vos parents, eux, sont étrangers, sont nés ailleurs, etc. Mais vous êtes né en France, mais vous pouvez devenir français à votre majorité. En fait, quand on regarde, ça date de 1851, c'est très vieux cette histoire, mais quand on regarde ça, en fait, il y a plusieurs conditions. Il faut être né en France, au moment de la demande, il faut vivre en France, il faut avoir vécu 5 ans en France, d'une façon qui autrefois devait être continue, qui est maintenant peut-être discontinue. C'est quand même 3 conditions à remplir. Les 3 situations présument qu'on a passé un certain temps en France, qu'on était socialisé en France. Si vous êtes né en France et qu'un de vos parents en France, on présume que vous êtes quand même assez familiarisé avec le pays. Si vous êtes français, si vous êtes enfant de français, on présume que vous avez une certaine familiarité qui est avec le temps, etc. Et si vous êtes né en France, que vous y vivez toujours, que vous avez passé au moins 5 ans dans l'intervalle, pareil. En fait, ces 3 variantes
d'une même exigence, d'une même formule, qui n'est pas le droit du sang ou le droit du sol. Ce n'est pas le sang qui agit, ce n'est pas le sol qui agit. Les Français, par exemple, ont toujours refusé qu'on puisse devenir français automatiquement par le simple fait de naître en France, comme ça se passe aux États-Unis. Ça a toujours été refusé. Il faut avoir passé un certain temps en France, il faut y être toujours présent au moment de... Donc le législateur a toujours refusé qu'on puisse juste être né par hasard en France et se servir de ça pour acquérir une nationalité française. Il faut du temps. Donc en fait, c'est beaucoup plus un droit du temps qui unifie nos trois manières d'acquérir la nationalité française. Et ceux qui disent le droit du sol simple, n'est-ce pas, être né en France de parents étrangers et à 18 ans automatiquement là, c'est passif, c'est une façon passive d'acquérir, se trompe complètement, c'est beaucoup plus actif que le droit dont bénéficient les Français natifs. N'est-ce pas, être né en France de Français français, vous n'avez rien fait pour. Vous êtes donné la peine de naître au bon endroit, au bon moment. Donc, en réalité, il y a beaucoup plus d'action et de temps passé, de familiarisation, de socialisation dans le dernier cas, celui du droit du sol simple, que dans le cas du droit du sang ou du double droit du sol. Je suis frappé de voir à quel point toutes les analyses juridiques qui sont faites de ces trois formules parfois inversent les réalités, quoi. Et donc, nous avons un droit très souple qui prévoit trois possibilités. Gardons-le parce que c'est comme ça qu'effectivement nous pourrons continuer à intégrer, assimiler les populations étrangères. Merci beaucoup, François Héran. On va faire... Il y a des micros qui circulent dans les deux escaliers. Qui veut poser des questions à François Héran? Madame. Bonjour. J'avais posé une question tout à l'heure, je ne pose pas la même. Je suis Maître Songué Balouki, je suis avocate au barreau de Marseille. Comme mon nom l'indique, je suis immigrée. Ça passe? Oui. Bon, je suis venue à l'âge de 31 ans en France. Donc, j'ai fait... 31 ans. Oui, en 2000. J'ai fait une reprise d'études, voilà, j'ai fait tout le circuit, je suis avocate. Mais chez moi, j'ai 4 enfants. Ma fille aînée, elle m'a rejointe à 21 ans, donc elle n'est toujours pas française, bon, peu importe, elle le sera un jour. Mes 2 garçons qui sont nés ici, ils ont été naturalisés en même temps que moi. Et ma dernière fille, elle est née française, puis j'étais déjà française avant qu'elle ne naisse. Bon, au fait, dans ça, je ne sais pas trop où on classe ma famille. Et puis, enfin, il y a un truc que je ne supporte pas réellement, mais que je vois tout le temps à la télé. Je suis ravie de faire votre connaissance parce que je ne vous ai jamais vu à la télé. J'ai vu Éric Zemmour qui m'a énervé parce que, voilà, quand il dit les noms étrangers ne sont pas français, je suis désolée. Ma dernière fille qui est née française, elle a un prénom de chez moi. Je suis du Togo. Ça n'empêche pas d'être française. Ma fille qui est venue, elle est expert comptable stagiaire. Elle est bien en France, et franchement. Là, non, mais je crois que vous n'avez pas besoin de plaider. Ça, on est tous convaincus. C'est clair. Mais je n'aime ni le mot intégration, ni le mot assimilation, parce que je ne me retrouve pas dedans. Je ne sais pas où me placer. Donc, comme je vois... Mais vous n'avez pas à vous placer absolument, enfin, dans ce faux dilemme. Enfin, moi, je suis... Vous savez, nous, on fait des enquêtes, on a dû faire des enquêtes sur l'intégration, parce qu'il y avait des programmes, y compris européens, là-dessus. Mais on a évidemment tout de suite observé que les personnes qu'on interroge rejettent le mot intégration. Voilà. Et on leur pose des questions sur leur pratique, sur leur accès à l'emploi, sur l'accès à la promotion professionnelle, sur l'accès au logement, à l'éducation, etc. Et puis nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que à âge égal, à diplôme égal, les personnes, en fonction de leurs origines, ont accès aux mêmes choses? Ben non, et donc ça permet de calculer les discriminations. Je fais partie des gens qui ont réussi à introduire, et ça a été un long combat, je le raconte un peu là-dedans, ont réussi à introduire dans les enquêtes de l'INSEE toutes les informations qui étaient quand même nécessaires, notamment sur les parents, l'ancienne nationalité des parents, les lieux de naissance des parents, etc., pour qu'on puisse voir si la seconde génération, celle qui est née en France de parents immigrés, est discriminée ou pas.
Et on sait maintenant, grâce, par exemple, c'est dans l'enquête emploi, la grande enquête emploi, c'est 100 000 personnes interrogées chaque année. C'est une des grandes sources sur le chômage avec Pôle emploi. Eh bien, grâce à ça, on sait maintenant, on calcule, de façon assez, on mesure de façon assez précise que oui, en fonction des origines, et notamment les Africains sont particulièrement discriminés, vous n'avez pas accès aux mêmes biens alors que vous avez le même âge, à âge égal et à diplôme égal. Donc nous, si nous intéressons à décrire, si vous voulez, ces trajectoires et ces parcours, ces naissances et tout, c'est notamment pour mesurer ça. C'est pas pour enfoncer les gens dans leurs origines, au contraire, c'est pour les libérer de ça et bien montrer l'ampleur. Alors, on a eu beaucoup d'échos auprès de la HALD, qui maintenant a été intégrée chez les défenseurs des droits, qui avait d'ailleurs été un des financeurs de notre enquête Trajectoire et Origine. Je vous rappelle que notre enquête Trajectoire et Origine n'a pas reçu un seul sou du ministère de l'Immigration et du ministère de l'Intérieur. Oui, il savait que ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'il voulait faire. Voilà. Et j'en suis très heureux. Donc voilà. C'est un peu un paradoxe. On est obligé de s'intéresser aux origines des gens dans nos travaux pour pouvoir montrer à quel point nous nous écartons du modèle qui normalement ne devrait pas républicain, qui ne devrait pas tenir compte des origines. Mais nous devons mesurer l'écart qui sépare la réalité de l'idéal. C'est joli de proclamer un idéal, mais dans la pratique, évidemment, il n'est pas appliqué ou très peu, et nous mesurons cet écart. D'autres questions ? Personne ? Ah, monsieur, au centre. Oui, vous entendez, ouais. Merci pour la conférence. J'avais une petite question, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des gens qui parlent, enfin, qui disent qu'à partir du moment où on met une politique restrictive au niveau de la migration, comme vous en avez parlé en début de conférence, ça peut avoir un effet non voulu. C'est celui que les migrants qui restent en France parce qu'ils ne souhaitent pas rentrer dans leur pays de peur de ne plus être acceptés à nouveau en Europe ou en France. Et il y a certaines personnes qui plaident aussi de cette manière en disant bah voilà, si on desserrait un peu le robinet, vu que vous aviez utilisé cette expression, ça permettrait aussi d'avoir une migration un peu plus saine, d'avoir des personnes qui puissent vivre entre leur pays d'origine et la France sans avoir à remplir des tonnes de papier et sans avoir à être dans la crainte de ne plus pouvoir rentrer en France. Donc voilà, je me demandais juste ce que vous en pensiez au niveau démographe et peut-être oui. Au niveau politique aussi. Alors, c'est pas la question n'est pas savoir ce que je pense ou pense pas, c'est que est-ce qu'on est capable de démontrer ou pas un tel effet pervers? La réponse est oui, ça a été parfaitement démontré. En particulier, nous avons fait à l'INED, à l'Institut d'études démographiques, une enquête qui ensuite a été reprise avec des partenaires européens, 4 pays européens et 4 pays d'Afrique, le Ghana, le Maroc, le Sénégal, je ne sais plus quel était le 4e. Et on voit très bien qu'effectivement, ça s'appelle l'enquête MAFE, Migration entre l'Afrique et l'Europe, et qui a montré parfaitement qu'à partir du moment où les pays restreignent l'octroi de visa à certaines nationalités, ça augmente le stock, comme nous disons dans notre jargon, des migrants qui restent en France. Et en fait, c'était déjà ce qui s'est passé en 1974, quand on a arrêté l'immigration de travail, on a interdit l'immigration de travail, et finalement, les migrants qui étaient déjà là sont restés de peur de ne pas pouvoir partir et revenir, et ils ont fait venir leur famille. Donc l'idée, pour utiliser toujours ce langage cru, en fait, quand on veut diminuer les flux, on augmente les stocks. Mais c'est systématique, enfin, c'est quelque chose de... Et ça, on a essayé de l'expliquer X fois aux politiques, on n'a pas écouté, parce que il y avait un grand rapport de la Cour des comptes à l'époque de Philippe Séguin qui a été fait sur l'immigration, la politique migratoire. C'était en réalité 15 enquêtes agglomérées, étudiant tous les aspects. Et un des grands résultats, c'était qu'il
il y avait énormément d'argent qui était dépensé dans la régulation des flux, dans le contrôle des flux, et très peu finalement dans tout le travail d'intégration. Par exemple, on a beaucoup négligé l'apprentissage de la langue, qui est quelque chose de fondamental. C'est très tardivement qu'on s'est rendu compte qu'il aurait fallu travailler beaucoup plus sur l'apprentissage de la langue. C'est absolument évident. Les moyens ont été très, très chiches. Les Allemands dépensent des sommes considérables dans l'apprentissage de la langue, beaucoup plus que nous. Alors nous, on pense qu'ils viennent de nos anciennes colonies, donc c'est pas la peine, mais en réalité, non, le problème se pose. Donc oui, à force d'insister sur le contrôle des flux, on se retrouve avec le résultat opposé, c'est qu'on bloque les migrants, ils ne peuvent plus repartir, alors qu'effectivement, il faudrait favoriser les circulations, les va-et-vient, et on aurait finalement, avec les circulations et les va-et-vient, moins de migrants. Mais ça, c'est démontré. Hein, quand on compare, il y a eu une très grande enquête faite par le grand chercheur d'Oxford, Hein de Haas, qui est un Néerlandais, en fait, le lièvre. Hein de Haas a eu accès à toutes les données de la IATA, des transporteurs aériens, et a regardé quelles sont les quantités de voyages qui peuvent être faites avec des pays une fois que le pays A impose un visa au pays B. Est-ce que finalement, il y a plus de voyages du pays B ou du pays B en A ou moins, etc. Bon. Et il a vraiment démontré qu'effectivement, les restrictions sur les visas, finalement, diminuent les retours au pays et donc augmentent la population immigrée au pays hôte. Enfin, bon. Donc on a des démonstrations tout à fait précises du phénomène auquel vous faites allusion. Encore le temps pour une ou deux questions. Il y a monsieur et madame. Oui, une question au sujet de l'Europe. Vous nous avez dit que les politiques ont peu d'action sur les politiques migratoires. Et on a vu sur le tableau que vous nous avez présenté la grosse différence qui existait entre les différents pays européens au point de vue composition. Et vous nous avez dit que c'était dû aux habitudes, aux religions, etc. Nous avons actuellement les accords Dublin 4 qui posent un certain nombre de problèmes. Comment jugez-vous de la politique migratoire de l'Europe? Comment vous la voyez? Bien, si vous voulez, les accords de Dublin, alors 3 ou 4 en cours, c'est désastreux parce que, vous voyez, alors là, vous parlez de la politique d'asile. Hein, ça, c'est des schémas sur l'ensemble de tous les titres de séjour. Et ça concerne l'écart, voilà, ce qui sépare les pays européens entre eux sur les protections accordées aux demandeurs d'asile. Eh bien, les accords de... Vous voyez que dans ce tableau, vous avez Malte. Ah bon, ben, je ne sais pas pourquoi, ça a été interrompu. Bon, ben, c'est pas grave, je vais vous le décrire. Dans le tableau où je montrais quel était par million d'habitants le nombre de protection accordée à des demandeurs d'asile. J'ai ajouté Convention de Genève et protection subsidiaire, qui est une protection qui n'est pas durable. Voilà. Et donc vous voyez que vous avez dans le haut du tableau, très haut, vous avez Malte et Chypre, qui s'intercalent entre l'Autriche et la Norvège. Ça, c'est l'effet Dublin. Hein. Vous avez... voilà. Et donc, les règlements de Dublin, si vous voulez, creusent les écarts entre les pays. Normalement, un dispositif européen devrait harmoniser les politiques à l'échelle européenne et faire en sorte que les inégalités géographiques soient compensées, que les pays qui sont en première ligne ne soient pas obligés d'accueillir tous les migrants par rapport aux pays qui sont soigneusement abrités au fin fond de l'Europe, au Finistère de l'Europe, comme la Grande-Bretagne. Nous sommes aussi un peu dans le Finistère de l'Europe. La Grande-Bretagne, c'est le Finistère du Finistère, comme j'ai l'habitude de dire. Mais enfin, ils sont très loin du théâtre des opérations, ils en profitent parce que le règlement de Dublin fait que c'est les pays de premier passage qui sont obligés de traiter le dossier de la demande. Et je le dis souvent, ça rend d'autant plus remarquable la pratique des pays scandinaves qui sont quand même loin du théâtre des opérations, qui ont néanmoins fait un effort considérable. Mais le règlement de Dublin, toute chose égale par ailleurs, ça creuse les écarts entre les pays. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'une politique européenne harmonisée et cohérente adopte un dispositif qui creuse les écarts entre les pays. Au fond, il y a... des pays qui s'activent, il y a des tirs au flanc, il y a et tout ça n'est pas du tout géré par le règlement de Dublin. Donc j'avais espéré à un moment, mais je suis naïf, que le régime, que la présidence actuelle
Elle avait suggéré quelque chose au moment de la campagne présidentielle, s'attaquerait au règlement de Dublin, et je constate que toutes les déclarations successives ne font que conforter, parce que ça nous encourage, n'est-ce pas? Ça nous avantage. On est loin, on est à l'abri, et le résultat, c'est que finalement, c'est à l'Allemagne de faire le boulot et de prendre sa part. Vous savez, la fameuse formule, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais la France peut en prendre sa part. Alors, la formule... Oui, alors, il faut d'abord savoir que Michel Rocard a ajouté la seconde partie de la phrase 7 ans après avoir prononcé la première, dans une tribune du Monde, mais la France peut en prendre sa part, c'est 7 ans après qu'il s'est dit, quand même, il faut que je corrige un peu. Voilà. Donc, il y a eu un article de Libération dans Désintox qui a parfaitement documenté toutes les phrases de Rocard et quand il a ajouté, mais la France doit en prendre sa part. Alors, non seulement on n'accueille pas toute la misère du monde, on n'a jamais accueilli toute la misère du monde, parce que ce n'est pas la misère du monde qui migre, mais c'est plutôt les pays un peu émergents, la richesse émergente. C'est la richesse émergente qui monte, qui migre le plus, et pas la misère du monde. Déjà, il y a ça. Bon. Mais en plus, la France n'a jamais pris sa part. Et par rapport à l'Allemagne, en gros, on prend à peu près 8 fois moins, 10 fois moins de parts que l'Allemagne. Donc tout est faux dans cette phrase. Tout est faux. Ça, chaque fois, je m'insurge contre. Mais vous voyez la force d'une phrase qui a l'évidence d'un proverbe. On peut pas. Donc, en un quart de seconde, vous sortez cette phrase, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Et puis vous, derrière, le chercheur, avec vos chiffres et vos démonstrations, vous devez ramer pour essayer d'expliquer que c'est quand même un peu plus compliqué que ça. C'est ça l'inégalité du combat à mener dans le débat public actuellement. On va transférer bientôt tous les élèves de l'ENA au Collège de France, ça va se passer mieux. Madame et monsieur, et ensuite on conclura les débats. Vous êtes facétieux, mon cher. Oui, je vous écoute. Je n'ai pas très bien compris la réponse que l'on peut faire. Vous en avez parlé de ceux qui disent que pour un État-providence... Plus près. Bon. Je n'ai pas bien compris quelle est la réponse que l'on peut faire à ceux qui disent que l'immigration n'est pas, met en danger les systèmes d'État-providence, dans la mesure où il y a un certain financement providence, de l'État-providence, qui s'il est dispersé, distribué à un plus grand nombre de gens, réduit son effet. Ça, c'est une des choses qu'on entend beaucoup contre l'immigration en France. Oui, mais l'immigration, ça donne à la population supplémentaire. Je voudrais vous signaler un fait vraiment important. Vous savez, c'est un des thèmes du Front National, d'ailleurs. Nous étions 45 millions au lendemain de la guerre, nous sommes 65 millions maintenant. Plus si on compte l'outre-mer. D'où viennent les 20 millions supplémentaires? Alors, le Front National dit, c'est un discours classique, comme la fécondité est juste à 2 enfants par femme et même un peu en dessous, on est juste au seuil de remplacement. Donc, fatalement, les 20 millions, c'est forcément l'immigration. Et ce raisonnement est totalement faux. Quelles sont les composantes qui expliquent le surcroît de population? Et le surcroît de population, ça fait que vous avez plus de cotisants, vous avez plus de contribuables, vous avez plus de... C'est ça l'argument. Alors, quelles sont les composantes? Si on a pu leur fournir du travail, s'ils ont pu entrer dans le système économique. Il y a une phase, il y a des années pendant lesquelles, effectivement, c'est difficile, mais au bout d'un certain temps, les taux d'activité finissent quand même par s'aligner. La seconde génération, c'est plus compliqué que ça. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il ne faut pas le nier, mais globalement, il n'y a pas, ça a été vraiment mesuré par l'OCDE de façon très stricte, il n'y a pas d'effet massif de l'immigration sur la protection sociale. Mais je voulais revenir à cet argument. Qu'est-ce qui fait que la population a augmenté de 20 millions en France? D'abord, il y a le baby-boom. Le baby-boom, ça a été 7 à 10 millions d'habitants supplémentaires pour la France. Et il a continué parce que les enfants du baby-boom, etc., donc il y a aussi, on oublie complètement, l'augmentation de l'espérance de vie. Quand vous avez un étage supplémentaire qui s'ajoute à la pyramide des âges avec l'allongement de la vie, ça fait plus de monde. Et l'allongement de la vie, ça a été considérable. C'était 3-4 mois, et c'est toujours encore, 3-4 mois de plus d'espérance de vie chaque année. C'est 6 heures d'espérance de vie gagnées chaque jour. Et j'ai l'habitude de dire que pendant le temps que nous venons de conférer, là, vous avez gagné 20 minutes d'espérance de vie qui nous seront restituées en fin de vie. Donc c'est une force extraordinaire. On le sous-estime toujours, mais c'est une des grandes causes d'augmentation de la population. Et donc ça fait en gros... Et puis l'immigration a ajouté aussi un tiers.
un tiers de croissance due à l'immigration, un tiers de croissance due à la montée de l'espérance de vie, un tiers due au baby-boom. Il se trouve qu'en France, c'est 3 tiers. Dans d'autres pays, c'est réparti autrement, mais peu importe. Et après, toute la grande question, c'est de savoir, mais est-ce que là-dedans, il y a des gens en trop, hein? Il y avait le grand argument de Malthus au XIXe siècle, début du XIXe siècle, c'était de dire que les pauvres étaient de trop. Et qu'au grand banquet de la nature, il n'y a pas assez de couverts pour tout le monde, et notamment pour les pauvres, ils n'ont qu'à faire moins d'enfants, etc. Aujourd'hui, on a l'idée que c'est les immigrants qui sont de trop. Et parfois, il y a un argument un peu écologique consistant à dire que c'est eux qui rajoutent à l'empreinte écologique que ceux qui seraient trop. Il y a une initiative en Suisse pour un référendum qui était fondé sur cette idée-là, qui heureusement a été vaincue. Donc, personne n'est de trop. Les personnes âgées supplémentaires que nous avons grâce à l'augmentation de l'espérance de vie ne sont pas de trop. Les enfants du baby-boom n'ont pas été de trop, même si un quart des naissances n'avaient pas été désirées. Hein, on le sait par toutes les enquêtes qui ont été menées après coup. Et les immigrés ne sont pas non plus de trop. Et tout ça contribue effectivement à la croissance de la population. Après, il y a toute la question écologique qui est encore un autre problème. Mais la question écologique et le caractère fini des ressources écologiques auxquelles maintenant nous sommes très très sensibles, ce n'est pas un problème de nombre ou de population, c'est un problème de changement de mode de vie. Si on considère que la question écologique doit être réglée uniquement sur le problème par le nombre des hommes, ça consiste à nous exonérer de la tâche beaucoup plus importante qui est de changer notre mode de vie. Et donc là, je ne fais pas de démographisme, je considère que ce n'est pas le nombre des hommes qui est la clé de tout. Il faut regarder ce que produisent les hommes, leur contribution à l'économie, à la protection sociale, leur mode de vie, etc. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour avoir une démographie qui ne soit pas purement démographique. Une dernière question, une réponse courte, et on doit libérer la salle. Monsieur. Oui, bon, j'avais 2 questions, donc je vais en choisir une pour que ce ne soit pas trop. Est-ce que les études établissent définitivement que l'immigration n'exerce pas une pression à la baisse sur les salaires? C'est un argument qui a été utilisé tout à l'heure dans la table ronde. Il y a quelqu'un qui a dit il n'y a pas de concurrence, la pression ne serait pas... Est-ce que c'est si clair que ça? Parce que parmi les arguments de la peur et du rejet, ça en est un parmi tout un tas d'autres. Alors là, vraiment, dans un pays comme la France, un pays comme l'Europe, où vous avez du salaire minimum, où il est quand même très difficile de maintenir une situation de clandestinité pendant plusieurs années, il a été vraiment démontré, mais alors à plusieurs reprises, qu'il n'y a pas d'effet à la baisse de l'immigration sur les salaires. Vous avez un tel effet, a été mesuré aux États-Unis, où là il y a une grande discussion là-dessus, mais il n'y a pas la même régulation du marché du travail. Donc effectivement, c'est dans un marché du travail dérégulé qu'il peut y avoir un effet à la baisse sur les salaires. Mais dans nos pays, vraiment, enfin, je veux dire, alors là, je peux vous citer plusieurs auteurs. Vous avez Xavier Chojniki, qui est prof à Lille. Vous avez Helmut Mood. Non, parce que vous devez faire une réponse courte, donc vous n'avez pas le temps de citer tous les auteurs. Oui, mais ces choses-là, ce n'est pas simplement des opinions, vous comprenez. Vous me demandez s'il y a des études. Et je vous en cite. Il y a un livre de synthèse très très bien fait de Helmut Mood, qui est professeur d'économie à Dauphine, qui est un économiste de très très grande qualité, qui passe en revue toute la littérature sur le sujet. Et vraiment, on n'a pas aucune démonstration apportée sérieusement sur le fait qu'il y avait un effet de déprime des salaires de la part de l'immigration. La controverse existe aux États-Unis, dans certains États, parce qu'il semble que certains immigrés, mais pour des raisons qui sont un peu complexes, certains natifs fuient les zones où les immigrés se concentrent. Et à ce moment-là, échappent à l'observation et ne permettent plus de savoir si justement les salaires des natifs baissent à cause de l'arrivée des immigrés, puisqu'ils vont ailleurs. Et vous voyez un peu, techniquement, la question n'est pas toujours facile à traiter, mais je pense que là, je peux vous donner une réponse assez affirmative sur cette question. François Héran, avec l'immigration, mesurer, débattre, agir, c'est publié aux éditions La Découverte. On peut vous retrouver à la table de la librairie, ou peut-être même pour obtenir un petit schéma, dans des chiffres, enfin un manuel. Je pense que ça peut se négocier. Merci infiniment. À 20h, ici, Fuoco Amare, un très très beau film, si vous ne l'avez pas vu, de Francesco Rossi. Merci beaucoup, François Héran. Merci au MUSEM.